Le cerveau est l'organe sacré de manifestation du mental, de l'esprit, et un transit, une continuelle évolution vers la spiritualité humaine. Un transit de l'animalité primitive vers la spiritualité humaine. Organe est utilisé dans son sens étymologique. Moyen, recours, instrument, outil. Donc, la posture d'André Louis et notre posture est dualiste parce que nous considérons le cerveau comme appartient au corps physique et le mental et l'esprit comme une autre réalité d'une autre nature qui interagit avec le cerveau de la réalité physique. Le fait, dans la moderne biologie, dans la moderne anthropologie, nous avons aussi ce concept. Donc, le cerveau est l'organe d'expression du mental en transit depuis la condition animale vers la condition hominale. Alors, par l'intermédiaire de Homo habilis, Homo sapiens sapiens, nous sommes venus tous nous sommes venus tous de l'Australopithecus. Si on observe le cerveau de ces 4 espèces de l'humain, nous allons voir qu'il y a une modification dans ce cerveau, surtout vers le frontal, le pôle frontal, lobe frontal. Il grandit par l'intermédiaire du processus évolutif des espèces humaines. Je veux rendre hommage à ces 2 géants du cerveau. André Louis, esprit, par l'intermédiaire de son livre Dans le monde majeur, et c'est Paul MacLean dans son livre Le cerveau est en évolution. Les 2 parlent du même concept. Le cerveau humain, il est structuré et fonctionne en 3 gommes et qui est acquis dans le processus évolutif. Il attire l'attention au fait que l'œuvre d'André Louis elle est plus ancienne de 21 ans. Donc, en 1968, elle est venue en public. Donc, André Louis, ce livre que je fais référence, Dans le monde majeur, chapitres 3 et 4, dit que notre maison mentale est structurée en 3 étages qui correspondraient à l'inconscient, au conscient et au supraconscient, ou id, à l'ego, à super-ego. Et André Louis dit chacun de ces étages interagit avec chaque des blocs de notre cerveau. Le premier étage, le sous-sol de notre conscience interagit avec les portions plus profondes du cerveau. C'est la partie qu'il appelle le cerveau primitif. Il est l'instrument, les instruments de fonction, d'expression des instincts, des automatismes, à tout ce que nous avons appris pendant notre vision vécue évolutive de chacun de nous. L'étage du milieu, c'est ici et maintenant. C'est la portion du cerveau où se trouve le cortex cérébral dans sa plus grande partie et le cortex moteur surtout. Cette maison, cet étage se trouve l'effort, la volonté. Et par l'intermédiaire de l'effort et de la volonté, nous faisons nos acquisitions intellectuelles et nous assumons nos attitudes morales. André Louis détache, fait ressortir
le rôle du supramental, de l'étage supramental. Là se trouvent les idéaux, les objectifs que nous voulons atteindre dans nos vies. Et par l'intermédiaire, et là nous trouvons notre transcendance. Nous cherchons notre transcendance. À Paul MacLean, il considère que le cerveau humain, constitué par 3 blocs aussi, il y a la formation reptilienne, Paléo du grec veut dire ancien. Donc le deuxième bloc, nous héritons du mammifère primitif et le dernier bloc, nous héritons des mammifères plus récents, néo-mammifères. Devant la conception trine, le complexe qui est en couleur et qui est lié à la portion la plus inférieure du cerveau, on peut l'appeler le tronc cérébral haut, expression utilisée par Wilder Penfield, un auteur très intéressant qui s'appelle Le mystère du mental. Wilder Penfield a dit que ce tronc cérébral haut non seulement comprend le tronc cérébral, qui est la partie en rose, mais aussi les autres portions qui sont au-dessus. Il traite de la manifestation des automatismes au niveau des organes, les comportements instinctifs et l'expression d'émotions de base. Quand je dis émotions de base, je ne parle pas d'émotions que, par exemple, vit Mère Thérèse de Calcutta, Chico Xavier ou le Dalai Lama, mais des émotions primaires de peur, d'anxiété, de plaisir, c'est-à-dire des émotions qui sont vécues par le cerf, par l'être, dans des situations de self-préservation. Le cortex cérébral est donc généré en dernier dans le processus évolutif du cerveau. Il est l'instrument des manifestations, des fonctions cognitives. Et André Louis souligne l'importance du lobe frontal qui contient un type de un cortex spécialisé en ce qui concerne par rapport aux autres types de cortex. Et il y a aussi le cortex du lobe temporal, comme M. Morse en a parlé, qui a une fonction spécialisée en ce qui concerne certaines fonctions cognitives. Paul MacLean, avant la conception du cerveau ternaire, a établi ce qu'il appelle lui-même la loi de maturité et de stabilité évolutive. Il dit que le tronc encéphalique a acquis une stabilité évolutive à partir des reptiles, c'est-à-dire c'est comme si la nature avait voulu tester des architectures du tronc dans plusieurs êtres, les poissons, les amphibiens, et par la suite, et pour le tester auprès des reptiles, il semble que la nature avait constaté que cette organisation convenait et qu'il fallait la maintenir. Cela signifie que le tronc cérébral haut des êtres humains a la structure de base et le modèle de fonctionnement similaire à celui des reptiles, sur la base du modèle des reptiles. MacLean a également dit que dans ce stade reptilien, il y a plusieurs modifications qui se sont produites, tant structurelles que fonctionnelles.
Et ensuite, je vais vous montrer quelles ont été ces modifications proposées par Paul MacLean. Sur le cortex cérébral, il dit qu'il est complexe, il est encore totalement instable, de telle sorte que d'autres modifications sont prévues pour les phases évolutives du futur à venir. Cette indication de Paul MacLean sur le cortex cérébral, elle trouve un appui dans une citation d'Amit Goswami dans son livre La physique de l'âme. Et Goswami dit « Le véritable intellect est supramental, il ne peut pas être cartographié directement dans le cerveau. Je crois, dit-il, qu'une autre, au moins, évolution sera encore nécessaire pour l'être humain. L'évolution de la capacité de cartographier, d'insérer, d'être l'instrument de l'intellect supramental dans le physique. Ainsi, MacLean et Goswami pensent qu'il est nécessaire qu'il y ait une autre, que l'évolution du cerveau humain continue, se poursuive. En ce qui concerne le complexe reptilien, je vais faire quelques références importantes. Carl Sagan, qui a été astrophysicien, mais aussi biologiste, disait dans son livre Les dragons de l'Éden quelle est la partie de notre comportement humain qui est encore reptilien. Par exemple, nous citons fréquemment, ou nous faisons souvent référence à des assassins qui ont agi de sang-froid et qui ont réalisé un acte de violence de sang-froid, c'est-à-dire, et ce sont les reptiles qui ont un sang-froid. Et parce que quand nous agissons rationnellement, nous réchauffons notre cerveau avec la vascularisation sanguine. Mais quand nous débranchons les états rationnels, nous retournons dans la profondeur de notre cerveau et nous agissons de sang-froid, c'est-à-dire de façon instinctive, automatique. Sagan conduit assumer le fauve ou assumer les fauves, c'est le conseil que Machiavel a recommandé dans son livre Le Prince, c'est-à-dire les monstres reptiliens. Dans toute la culture mondiale, il y a des légendes et des mythes qui font référence à des figures de reptiles. Par exemple, Saint Georges et le dragon, Adam et Ève avec le serpent et beaucoup d'autres. Du complexe reptilien, MacLean a dit que nous avons hérité le concept de foyer et de famille dans un nid parce que les êtres, les poissons, les amphibiens, en général, effectuent la posture des ovules féminins dans un milieu liquide. Et les mâles arrivent et puis ils répandent les spermes sur les ovules qui ainsi sont fécondés. Chaque individu qui est constitué, il prend soin de lui-même et personne ne prend soin de quelqu'un d'autre. Cependant, les reptiles ont décidé de changer ce comportement. L'insémination est interne. Les œufs sont déjà fécondés et ils sont placés en dehors du milieu liquide, dans un lieu qui s'appelle un nid. Il est réduit. Et le nombre de descendants est considérablement réduit. On crée une coquille à l'extérieur de l'œuf
pour pas qu'il y ait de déshydratation. Et il y a un nouveau besoin qui apparaît, que la femelle doit prendre soin des œufs pour les protéger des prédateurs. Pour la première fois dans le processus évolutif, il est établi un comportement de quelqu'un qui prend soin de quelqu'un d'autre. Tu veux que je trace un peu? Si tu veux. Il faut donc prendre soin du nid après le processus évolutif. Et c'est ce qui aujourd'hui a donné les notions de foyer et de famille. Et ce que nous appelons aujourd'hui de l'altruisme entre nous a son origine de ce besoin de l'attention des reptiles. Mais l'altruisme reptilien est égocentrique. La femelle, elle prend soin de son nid, de ses œufs et de personne d'autre. Dans notre processus évolutif, nous avons besoin de retourner le sens de l'altruisme en répondant à la recommandation évangélique de Jésus d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Une autre chose que nous avons hérité du complexe reptilien, c'est la communication vocale. Parce que la femelle et le petit, qui sont dans l'œuf, se communiquent déjà en émettant un son d'une fréquence déterminée. Et ça a été bien étudié, par exemple, au pôle sud, à l'Antarctique, où il y a des millions de pingouins. Le couple est monogamique et non qu'un seul petit. Ils sortent pour pêcher et quand ils reviennent, ils retrouvent leur fils au son qu'il émet dans une fréquence déterminée caractéristique que les parents reconnaissent. Et tout ça, c'est si important que des études en pédagogie actuellement nous conseillent de parler avec notre enfant alors qu'il est encore dans l'utérus maternel. Parce que s'il a déjà été prouvé par la psychologie moderne que les petits bébés humains au sein de l'utérus maternel ont un psychisme actif au moins à partir du 6e mois. Parler avec son bébé qui est dans l'utérus, le accueillir avec des paroles, de bonnes paroles, font que ce petit bébé apporte dans son subconscient et s'imprègne de la fréquence vibratoire du son de son père, sa mère, ses grands-parents qui vont l'accueillir affectivement. Et il faut imaginer le contraire dans un enfant qui est rejeté. Tous ces événements qui seront imprimés dans son psychisme, au fond de son cerveau primitif, vont ensuite affleurer par différents processus qui seront favorables ou pas à sa vie heureuse. Ainsi, dans ce processus du nid qui est rond, de l'œuf qui est rond, de l'accueil qui est rond, du sein maternel qui est rond, de l'utérus qui est rond, nous assumons peu à peu la symbologie que tout ce qui est rond est accueillant et confortable, à l'inverse de tout ce qui est pointu, comme les pointes, les lances, les ongles des animaux ou les dents des animaux, pendant les comportements agressifs et violents. Ainsi, nous héritons des reptiles. Notre cerveau primitif nous envoie constamment au cortex un message que quelqu'un a besoin de prendre soin de moi, sinon je ne vais pas survivre. Et c'est là qui est l'origine de nos carences affectives. C'est pour ça que la neuroscience elle-même nous montre la nécessité
d'un accueil, d'une accolade, d'un accueil fraternel qui est toujours rond. Sur le cortex cérébral, elle va parler du complexe de fonctions cognitives. André Louis a souligné son importance parce que c'est lui qui fonctionne comme l'instrument des fonctions psychiques supérieures, comme l'association des idées et d'autres fonctions que vous pouvez lire sur le slide. J'ai eu un insight dans la construction des blocs du cerveau humain. Et dans ma maison, j'aime bien faire des bouquets de fleurs pour décorer l'ambiance et puis être agréable aux membres de ma famille. Et donc, j'ai acheté ce petit vase et une base de métal avec des pointes. Et de façon aléatoire, j'ai cueilli des branches et des fleurs et j'ai réalisé donc la plante suivant ma sensibilité. J'ai une amie qui est japonaise et un jour, chez moi, elle m'a dit « Irving, si tu veux appeler ça de Ikebana, parce que les instruments que j'utilisais, c'était de Ikebana, tu dois faire ton bouquet en 3 niveaux. Le premier niveau qui symbolise les éléments de la Terre, le second qui symbolise la nature humaine, et le troisième qui symbolise le ciel, la transcendance. Et j'ai dit à mon ami Mikiko, mon Dieu, les Japonais, quand ils ont structuré l'art de l'Ikebana, ils représentaient la construction évolutive du cerveau humain. Et puis j'ai trouvé ça très joli parce que dans le premier étage du cerveau humain, parle de l'être physique sur la Terre. Parce que nous travaillons dans ce niveau par les fonctions de survie et de reproduction. Le second niveau, qui travaille avec le cortex, en particulier le cortex moteur, selon André Louis, représente notre être moral, et le lobe frontal, super spécialisé, est l'instrument de recherche de notre transcendance. Il représente donc le ciel de l'Ikebana. Voyons comment se produit l'interaction cerveau-intellect. Penfield, le neuroscientifique que j'ai déjà cité, dit « L'essence indispensable de la conscience se situe hors du cortex cérébral, probablement dans le diencéphale, qui est l'une des parties du tronc cérébral haut, véritable porte d'entrée et de sortie de la conscience. » Je me suis mis à réfléchir et je pense que Penfield a raison, parce que la conscience, l'intellect ou le mental doit déjà s'exprimer dans les êtres qui sont inférieurs à l'être humain. Et ces êtres n'ont pas encore de cortex cérébral bien développé. Donc, le mental doit s'exprimer dans ces structures qui existent déjà. Et ensuite, quand le cortex apparaît, il y a des connexions, et ces connexions plus profondes sont faites dans le cortex cérébral et donnent donc des attitudes plus sophistiquées et plus élaborées. Mais la structure de Penfield trouve un écho dans les sciences qui étudient le processus évolutif du cerveau chez l'homme et les autres animaux. Une grande importance est donnée dans le spiritisme et aussi dans la neuroscience pour une structure particulière du tronc cérébral haut, c'est la glande pinéale ou l'épiphyse. Descartes
au XVIIe siècle, parlait déjà de la pinéale comme étant le siège de l'âme. André Louis, ce médecin que j'ai déjà cité, par la psychographie de Francisco Cândido Xavier, a écrit plusieurs livres dans lesquels il parle de façon détaillée du rôle de la glande pinéale. Par exemple, Évolution dans deux mondes, Missionnaire de la lumière et Mécanisme de la médiumnité. Je vous invite à consulter l'original de ces livres. Il y a des informations qui sont extrêmement importantes. Pour revenir à Amit Goswami, il parle dans ses livres de ce qui suit. Le complexe cerveau-intellect est de nature quantique. Il dit, les particules subatomiques qui le constituent, qui constituent non seulement les molécules du cerveau, mais aussi le mental lui-même, n'obéissent pas aux lois du macrocosme. Elles ont un autre type de comportement. Elles se comportent soit comme des ondes, soit comme des particules, et n'occupent pas un lieu précis dans l'espace et constant, donc un lieu précis et constant dans l'espace-temps. Le comportement des particules subatomiques est mentionné et justifié par le principe de l'incertitude de Heisenberg. Ce principe d'incertitude de Heisenberg définit l'impossibilité de définir simultanément la position et la vitesse d'une particule dans l'espace-temps. Et aussi, les particules subatomiques obéissent au principe de la dite non-localité. Et qu'est-ce que c'est que le principe de la non-localité? La physique quantique montre qu'il est possible, entre objets ou entre particules, qu'il peut exister la communication d'informations à des vitesses égales ou supérieures à celles de la lumière. C'est une communication instantanée qui se réalise dans l'espace-temps. Il n'existe pas de contiguïté, il n'y a pas besoin d'une superficie, qu'une surface de la particule touche l'autre. Elle se communique à distance et instantanément. C'est complètement différent, ce comportement, du comportement des macro-objets. Par exemple, il y a peu d'instants, j'ai failli renverser ce verre-là, parce que ma main a touché le verre et a exercé une force sur ce verre. Ce comportement de transmission d'informations non locales il est référé, explicité dans le théorème de Bell. Comment est-ce qu'on peut comprendre la nature quantique du complexe cerveau-esprit? Le livre des esprits, qui est le livre de base du spiritisme, qui a été édité pour la première fois en 1857, parlait déjà à la question numéro 22 que la matière existe dans des états que vous méconnaissez. Elle peut être si éthérique et subtile qu'elle ne produit aucun effet sur vos sens. Ainsi, ce que la physique quantique dit aujourd'hui, au XXe et XXIe siècle, le livre des esprits au milieu du XIXe siècle en contenait déjà les fondements de cette vérité. André Louis, dans Mécanisme de la médiumnité,
Capítulo 4 dit, Chapitre 4, il dit « La pensée est encore une forme de matière, la matière mentale. Et c'est un instrument subtil de la volonté qui se transmet dans l'angélitude, les esprits évolués, par des rayons ultra super courts. Dans l'esprit humain, par des ondes moyennes, courtes et longues. Et chez les animaux, par des ondes fragmentaires. Ainsi, les livres d'André Louis qui datent des années 40 parlent déjà du fait que la pensée est une matière et se transmet par des ondes, c'est-à-dire elle se transmet selon le principe de la non-localité, une transmission quantique. D'autres phénomènes non locaux de la conscience, Amit Goswami dit que la conscience est le fondement de l'être. La conscience s'exprime chez chaque individu par sa capacité de choisir et de vivre suivant les choix qu'il a faits. Chacun de nous représente sa propre conscience. Et il parle d'une chose qui est très intéressante. Il considère que le principe cartésien « je pense, donc je suis » peut déjà être mis à jour par l'expression « je choisis, donc j'existe ». Parce que la phase de la pensée précède la phase du choix. Je pense, donc je suis, et ensuite, je choisis, donc je suis, j'existe. La conscience, selon Goswami, c'est elle qui produit l'effondrement des ondes mentales qui font que le cerveau transforme en réalité tout le contenu de notre psychisme. Le neurophysiologiste mexicain Jacobo Greenberg Zilberbaum a réalisé une expérience en mettant plusieurs individus de façon isolée dans des cages de Faraday qui sont isolées du point de vue électromagnétique. Auparavant, ils ont formé deux individus pour développer leur communication télépathique. Une fois que chaque individu était dans sa cage de Faraday, chez l'un des deux individus qui ont été formés ou entraînés, ils ont stimulé donc sa rétine avec un rayon lumineux. Immédiatement, son cerveau a déterminé, a réalisé un registre graphique qui est lié à la réception donc de la stimulation lumineuse. Et chez l'autre individu, qui a été donc entraîné, qui s'est entraîné télépathiquement avec le premier, l'électroencéphalogramme a donc présenté immédiatement donc un registre similaire à celui du premier. Ainsi, ces chercheurs veulent nous dire que la technologie montre que notre conscience se transmet de façon non locale, comme la télépathie, en atteignant d'autres esprits et d'autres cerveaux. Goswami demande pourquoi la télépathie, qui a déjà été
prouvée techniquement, n'a-t-elle pas encore été reconnue par la science académique? C'est lui-même qui répond. Elle n'implique aucun signal local qui impressionne nos organes, nos sens, et donc la science matérialiste a encore des difficultés pour reconnaître la télépathie comme étant vraie. Goswami réfléchit, a fait une remarque très intéressante sur la transmission non locale de nos pensées. Et il a dit que Carl Jung, dans les livres de Carl Jung, cette communication non locale doit correspondre à ce qu'il appelait la synchronicité quand il a présenté son concept d'inconscient collectif qui opère en dehors de l'espace-temps. Il dit, l'inconscient collectif de Jung et cette synchronicité pourrait être comprise dans la situation suivante. Si nous tous dans ce salon, nous irions dans l'autre salon où on a pris le café et quelqu'un disait on va danser sans musique. Chacun de nous ferait des mouvements donnés, chacun selon sa manière. Cependant, si nous mettions une musique, une valse, un samba brésilien, enfin, ou un fado portugais, alors nous danserions tous suivant le maître rythme et les mêmes impulsions. Et cette synchronicité, cet inconscient collectif, coïncide avec le concept de communication non locale entre pensées. Nous sommes tout le temps en train d'interagir avec tout le mental, tous les esprits qui sont dans la même fréquence vibratoire que le nôtre. Peut-être que cette affirmation représente l'entendement ou la compréhension de l'expression évangélique prier et rester vigilant. Prier, donc rester toujours syntonisé dans des vibrations plus élevées de fraternité, de bonté, de tolérance. Et prier et rester vigilant, c'est-à-dire faites de sorte que votre oscillation de fréquence, qu'elle ne descende pas à des niveaux trop bas, qu'elle reste toujours à la recherche de niveaux plus élevés. André Louis, dans son livre Dans le monde supérieur, il dit « Le cerveau n'est pas seulement un instrument d'expérience vécue externe, mais il subit directement l'influence de nos états mentaux. » Il dit « Il existe des neurones qui captent les stimulations extérieures, mais il y a aussi des neurones qui captent les impressions de la conscience. » Cette connaissance que André Louis nous transmet est certainement en train d'anticiper des connaissances que la neuroscience va rechercher dans les prochaines années. Certainement, le fait qu'il existe des neurones qui captent nos états de conscience explique, par exemple, ce dessin de Nabucodonosor qui est mentionné dans le livre biblique de Daniel. Nabucodonosor, roi de Babylone, a souffert d'un processus d'obsession. Il s'est déshabillé. Il est allé au milieu de la jungle. Les ongles et les cheveux ont grandi.
Et il marchait, donc il se déplaçait comme un animal à quatre pattes. Donc, son état mental dépressif et obsédé a imprimé sur son propre corps physique les caractéristiques de son psychisme. À l'inverse, Daniel, qui est aussi mentionné dans le livre de Daniel, dans la Bible, il a été précipité dans la cage des lions parce qu'il avait l'habitude de prier et de se recueillir, mais les fauves ne l'ont pas agressé. Et nous comprenons donc que ce n'était pas des fauves externes, mais que c'était des fauves de sa propre animalité interne. C'est-à-dire, en habitant au 3e étage de votre maison mentale, de sa maison mentale, il avait déjà la domination, il dominait déjà ses propres faibles, ses propres fauves, selon les automatismes du 1er étage de la maison. Nous pouvons donc demander pourquoi, dans ce processus évolutif, nous avons besoin d'un lobe frontal si développé. Le livre des esprits, livre de base du spiritisme, dans la question 780, qui est la suivante: comment le progrès intellectuel peut-il conduire au progrès moral? Réponse: en nous faisant comprendre le bien et le mal. L'homme peut alors choisir. C'est le choix qui a été mentionné par Amit Goswami. Je choisis, donc j'existe. Le développement du libre arbitre suit le développement de l'intelligence et augmente la responsabilité de nos actes. Et c'est pour ça qu'on a besoin du lobe frontal développé, parce que notre mental, notre cerveau, a des caractéristiques évolutives et nobles qui ont besoin d'un instrument qui est meilleur. Et c'est par l'intermédiaire de la connaissance que nous arrivons à l'affirmation que c'est en comprenant qu'on arrive à faire le bien. Dans le livre de médium d'Allan Kardec, numéro item 303, il est dit que l'objectif du spiritisme est le perfectionnement moral de l'humanité. Le spiritisme a une structure de science qui touche à la recherche des connaissances par la méthode rationnelle. Et avec la connaissance se produit la réflexion sur les valeurs, qui sont les valeurs morales. Établissant ainsi l'ordre des valeurs morales, cela nous permet de faire le choix. Et ce choix est lié à la morale, qui est relative au bien commun, au bien de toute l'humanité. Chico Xavier, à qui nous rendons hommage à ce grand médium, a dit: nous sommes libres de décider de nos actes, même si nous devenons des esclaves, nous devenons les esclaves de leurs conséquences. Pour terminer, je vais vous montrer un petit extrait du livre Roteiro, ou Chemin de l'Esprit Emmanuel. C'est une poète, Cora Coralina, qui est brésilienne. Elle dit: je ne sais si la vie est courte ou trop longue pour nous, mais je sais que rien de ce que nous vivons n'a de sens si nous ne touchons pas le cœur des gens. Parfois il suffit d'être les genoux qui accueillent, les bras qui embrassent, la parole qui réconforte, le silence qui respecte, la joie qui est contagieuse,
l'accolade qui accueille, le regard tendre, l'amour qui épanouit. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas quelque chose de l'autre monde. Mais c'est ça qui donne du sens à la vie. C'est ce qui fait qu'elle ne soit ni trop longue ni trop courte, mais qu'elle soit intense, vraie, pure, aussi longtemps qu'elle dure. Jésus a la morale que nous, les spirites, nous suivons parce que nous acceptons ces affirmations de pardonner nos offenses et ainsi donc d'être en paix avec tous ceux qui nous entourent. Et je vous remercie.